Elle l'avait crié devant toute la classe. « Voleur !» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Le garçon, les yeux remplis de larmes, n'avait pourtant voulu qu'une chose, rendre la bague qu'il avait trouvée par terre. Mais personne n'écouta. Les rires fusèrent, les chuchotements s'enflammèrent. Aucun camarade ne prit sa défense. À l'institution Saint-Clément, une école privée où n'entraient que les enfants de juges, de ministres et de grands patrons, le fils de la femme de ménage découvrait ce que signifiait être invisible. Invisible, sauf quand il fallait un coupable. Ce jour-là, sa voix, minuscule et tremblante, réussit enfin à se faire entendre. Et ce qu'elle révéla, personne ne l'oublia jamais. Lucas avait 7 ans. Mince, des yeux curieux et des mains timides, il aimait colorier à la cire et écouter les histoires de sa grand-mère, pleines de fées et de forêts enchantées. Mais à l'école, il parlait rarement. Non parce qu'il était trop timide, mais parce qu'il avait appris que se taire le protégeait. Sa mère, Maria Rodriguez, travaillait depuis 8 ans comme femme de ménage à Saint-Clément. Vêtue d'une blouse bleu marine, elle poussait son chariot de serpillière et de seaux dans les longs couloirs brillants. Elle cumulait 2 postes pour que son fils bénéficie d'une bourse partielle. Il aura une meilleure chance, se répétait-elle chaque fois qu'elle nettoyait les toilettes du bureau du directeur. Ce matin-là, la maîtresse, Madame Fabienne, avait écrit à la craie sur le tableau « Éthique ». Sa voix emplissait chaque recoin de la salle. Grande, parfumée à outrance, impeccablement mise, elle incarnait une autorité que personne n'osait défier. Elle aimait l'ordre, les bonnes réponses, et surtout pas les fils de femmes de ménage. Elle ne le disait jamais ouvertement, mais chacun percevait ses préférences. « Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de valeurs », déclara-t-elle théâtralement. L'honnêteté, le respect, la loyauté, des vertus qui façonnent le caractère d'un être humain. Puis, pivotant vers la classe, qui parmi vous a déjà vu quelqu'un prendre ce qui ne lui appartenait pas? Les mains se levèrent, les anecdotes fusèrent. On riait de frères qui piquaient des jouets, de cousins qui volaient des jeux vidéo. Lucas resta silencieux. Il songea au goûter subtilisé dans des sacs d'école, mais il se tut. Jamais il n'osait dénoncer. Il ignorait encore que ce cours d'éthique allait se transformer en piège. À la récréation, il marchait seul, un petit paquet de pain au beurre que sa mère lui avait préparé à la main. Dans le couloir du 3e étage, près de la sortie de ce cours, il vit un éclat doré. Il se baissa, une bague fine, sertie d'une pierre bleue. Il la reconnut aussitôt. C'était celle de Madame Fabienne, son bijou de famille qu'elle avait exhibé fièrement la semaine passée. Le couloir était désert. Lucas hésita. Aller en salle des professeurs? Mais il craignait qu'on le chasse. Alors il décida, il attendrait le prochain cours pour la rendre en main propre. Quand il entra en classe, l'air vibrait déjà de tension. La maîtresse se tenait, agitée, près de son bureau. « Ma bague! Elle a disparu !» cria-t-elle. Ses yeux s'écarquillaient. Des élèves ricanèrent, croyant à une plaisanterie. Mais son ton se durcit. Ce n'est pas une blague. Qui était au 3e étage pendant la pause? Le silence pesa. Le cœur de Lucas battait si fort qu'il crut qu'on pouvait l'entendre. « Moi, murmura-t-il enfin. Madame Fabienne le fixa, comme si la vérité éclatait au grand jour. Évidemment, lança-t-elle, avançant de 2 pas. Celui qui n'a rien à faire là-haut. Celui qui se cache toujours dans les coins. Lucas ouvrit la main, la bague posée dans sa paume moite. Je l'ai juste trouvée par terre, madame. Je voulais. Assez, l'interrompit-elle. Alors, tu as trouvé un bijou plus précieux que tout ce que ta famille ne possédera jamais, et tu as décidé de le garder. Un murmure de gêne parcourut la classe. Puis, d'une voix acide, elle lâcha. Comme par hasard, le fils de la femme de ménage. Le sang monta aux joues de Lucas. Les larmes débordèrent. Je voulais pas, je vous jure. Ça suffit, hurla-t-elle. Direction le bureau du directeur. La salle resta muette. Certains élèves ouvraient de grands yeux, d'autres baissèrent la tête. Lucas, tremblant, sortit, la bague toujours dans la main. Le couloir résonna d'un commentaire cruel, je crois qu'ils ont chopé le voleur. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la caméra de surveillance de l'escalier avait tout filmé. Et qu'elle allait dévoiler une vérité qui changerait tout. Le bureau de la vie scolaire à Saint-Clément respirait la froideur. Des murs en verre, un mobilier minimaliste, une atmosphère étouffante. Lucas était assis sur une chaise bleue trop haute pour lui, ses jambes courtes balançaient dans le vide. La bague, toujours dans sa main, brillait sous les néons. Il refusait de la mettre dans sa poche, il voulait que chacun voie qu'il ne la cachait pas. Le coordinateur, un homme sec, pianotait sur son ordinateur sans lever les yeux. « Ton prénom » demanda-t-il d'un ton détaché. « Lucas. »« Non. Rodriguez. » Un soupir. « Tu es bien le fils de Maria, la femme de ménage. » Lucas hocha timidement la tête. Le mépris sur le visage de l'homme était clair. « Qu'est-ce que tu faisais au 3e étage? »« J'ai trouvé la bague par terre. Je voulais juste la rendre. »« Tu l'as vue tomber? »« Non, monsieur. Elle était près de l'escalier. »« Et tu as décidé de la prendre sans rien dire. » Lucas haussa les épaules. Aucune réponse ne semblait convenir. Il se sentait minuscule, écrasé par un poids trop grand pour lui. « Reste ici » ordonna l'adulte, avant de sortir précipitamment.
Seul, Lucas fixait un poing sur le mur, les yeux noyés de larmes. Un mélange de honte, de peur et d'injustice l'envahissait. Dans la cour, les rumeurs galopaient déjà. On dit qu'il voulait vendre la bague, lança une élève. Mais il n'a que 7 ans, répondit une autre. C'est le fils de la femme de ménage, ces enfants-là apprennent vite, ricana un troisième. Dans la salle des professeurs, Madame Fabienne fulminait. Voilà ce qui arrive quand on ouvre nos portes à des boursiers, pestait-elle. Je le savais. La directrice, Madame Renata, une femme élégante à l'autorité calme, répondit fermement. Fabienne, avant d'accuser, nous allons vérifier les caméras. C'est pour cela qu'elles existent. Vous insinuez qu'il dit la vérité. Je dis qu'il faut en être sûr. Quelques minutes plus tard, dans la petite salle de sécurité, les images défilaient à l'écran. On y voyait Lucas marcher seul, un petit paquet de pain à la main. Il s'arrêtait, se penchait, ramassait quelque chose avec précaution. Puis il restait figé quelques instants, comme indécis, avant de descendre lentement l'escalier. Aucune hâte, aucune tentative de cacher l'objet. Un silence pesant envahit la pièce. Madame Fabienne toussota maladroitement. Cela pourrait être joué, murmura-t-elle, sans conviction. Personne ne répondit. Pendant ce temps, Maria, sa mère, frottait les sols de la bibliothèque. La voix du micro grésilla dans son oreille. Madame Rodriguez, bureau du coordinateur immédiatement. Son cœur s'emballa. Elle accourut et découvrit son fils recroquevillé, les yeux rouges. Instinctivement, elle s'agenouilla. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec mon fils? La directrice prit la parole, douce mais ferme. Il y a eu un malentendu. Votre enfant a trouvé une bague appartenant à Madame Fabienne et voulait la rendre. Il a été accusé à tort. Maria n'attendit pas la suite. Elle serra Lucas contre elle. Je n'ai rien volé, maman, je voulais juste la donner, sanglota-t-il. Je le sais, mon trésor. Je le sais. Madame Fabienne, en retrait, observait la scène. Un malaise profond naissait en elle, un conflit entre son orgueil et sa conscience. Le lendemain, toute l'école était au courant. Malgré les efforts de la direction pour étouffer l'affaire, les parents échangeaient déjà sur leur groupe privé. Votre enfant aussi dit que cette prof humilie les boursiers? Oui, le mien aussi. Cela doit cesser. La direction convoqua Fabienne. On exigea d'elle une excuse publique. Elle protesta. Moi? Devant un gamin de 7 ans? Devant un enfant qui n'a pas menti, rétorqua la directrice sèchement. La semaine suivante, pendant son cours d'éthique, Fabienne entra dans la salle avec un visage différent, moins dur, plus réservé. Avant de commencer, Lucas, viens devant. Le garçon, au fond comme toujours, se leva lentement, le cœur battant à tout rompre. Je tiens à m'excuser, dit la maîtresse, assez fort pour que toute la classe entende. Je t'ai accusé injustement. J'ai été dur et trop rapide. Cela n'aurait jamais dû arriver. La classe resta figée. Certains élèves échangèrent des regards surpris. Lucas leva les yeux vers elle. Ses prunelles portaient encore la douleur. C'est pas grave, murmura-t-il avant de retourner s'asseoir. La voix de Fabienne, en reprenant la leçon, semblait plus fragile, comme si quelque chose s'était fissuré. Dès lors, Lucas ne fut plus tout à fait invisible. Quelques camarades commencèrent à lui sourire timidement. On l'invita à jouer, une fois ou deux. Rien d'extraordinaire, mais sincère. Et ce dont il rêvait, ce n'était ni gloire ni vengeance. Il voulait seulement qu'on l'écoute avant de le juger. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une paire d'yeux attentifs l'observait depuis la 3e rangée ce jour-là, ceux d'une fillette aux tresses soignées. Elle s'appelait Isabelle, fille d'un magistrat réputé. Et elle venait de remarquer, dans le geste de Lucas, bien plus qu'un simple anneau doré. Isabelle n'avait encore jamais parlé à Lucas. Pas par mépris, mais parce qu'une barrière invisible séparait les enfants de boursiers de ceux issus des familles influentes. Pourtant, depuis la scène de l'excuse, quelque chose avait changé en elle. Elle s'était décidée. En cours d'art plastique, elle osa enfin. « Tu dessines vraiment bien », dit-elle en regardant le cahier de Lucas, couvert de châteaux, de forêts et de ciel coloré. Il leva des yeux surpris. Personne, à part sa mère, ne lui avait jamais dit cela. « Merci, souffla-t-il. C'est toi qui as fait celui-là, demanda-t-elle, en montrant une forteresse sous un ciel violet. Oui, c'est un endroit où personne ne crie, expliqua-t-il. Isabelle resta silencieuse, émue. C'était le début d'une amitié improbable. La maîtresse Fabienne, elle, enseignait toujours, mais l'incident l'avait marquée. Son autorité semblait vaciller. Dans les couloirs, certains parents avaient commencé à murmurer, à poser des questions. Quelques jours plus tard, un mail anonyme arriva au bureau de la direction, listant d'autres humiliations subies par des boursiers. Sans preuve suffisante, il n'y eut pas de sanction immédiate, mais l'ambiance autour d'elle changea. Pendant ce temps, Isabelle et Lucas se rapprochaient. Elle partageait ses crayons, riait de ses imitations, l'accompagnait en récréation. Mais cela n'était pas du goût de tous. Henri, fils d'un cadre d'entreprise, se mit à se moquer. Alors Lucas, tu es son baby-sitter? Fais attention, Isabelle, il risque de piquer ta trousse. Les rires fusaient. Lucas encaissait en silence. Mais un jour, Henri dépassa les limites. Tu sais que son père a quitté sa mère? Qu'ils vivent dans un trou minable derrière l'école?
Lucas blêmit. Personne n'était censé savoir. Pas même Isabelle. Les larmes aux yeux, il s'enfuit en courant. Dans la cour, Maria, sa mère, l'aperçut. Elle lâcha sa serpillière et l'enlaça. « Pourquoi il me déteste, maman ?» Elle voulut répondre que ce n'était pas de la haine, mais de l'ignorance, de la peur de la différence. Mais comment expliquer cela au cœur d'un enfant? Elle se contenta de le serrer plus fort. Le lendemain, ce fut Isabelle qui alla frapper à la porte du bureau de la directrice. « Madame, je dois vous parler. C'est à propos de Lucas. Les autres l'insultent. La maîtresse ne fait rien. » Renata l'écouta avec gravité. Peu après, elle lança une initiative inédite, une « semaine de la conscience sociale ». Chaque élève devrait présenter une histoire de vie, pour apprendre à voir au-delà des apparences. Isabelle se porta volontaire, et choisit Lucas comme binôme. « Tu veux vraiment faire ça avec moi ?» demanda-t-il, hésitant. « Oui. Toi, tu dessines. Moi, je raconte ton histoire. » Pendant une semaine, ils travaillèrent ensemble à la bibliothèque. Lucas dessina son quotidien, son petit appartement, les couloirs vides, les soirées avec sa mère. Isabelle ajouta des phrases simples, sincères. Le jour de la présentation, l'auditorium était plein, parents, professeurs, élèves. Lucas tremblait, mais Isabelle serra sa main. « Voici mon ami Lucas, dit-elle d'une voix claire. Il imagine des mondes où personne n'est jugé pour son nom ou ses vêtements. Aujourd'hui, il accepte de partager ce monde avec vous. » Une à une, les planches furent montrées. Lucas nettoyant les couloirs avec sa mère. Lucas seul à la récréation. Puis, un dessin d'enfant formant un cercle, avec son prénom au centre. Un silence profond s'abattit. Puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis puissants. Maria, dans le public, pleurait discrètement. Même Fabienne, immobile, ne put détourner les yeux. Dès lors, quelque chose avait changé à Saint-Clément. Lucas n'était pas devenu le garçon le plus populaire. Mais il n'était plus invisible. Il avait un prénom, une voix, une place. Quelques semaines plus tard, en cours de sciences, un nouvel exercice fut donné, réaliser une affiche sur une personne qu'on admire. Lucas se leva timidement avec un carton bleu plié en 4. Il l'ouvrit. Dessus, un dessin de sa mère, un chiffon à la main, un sourire fatigué mais lumineux. « Voilà la personne la plus courageuse que je connaisse, dit-il d'une voix douce mais ferme. Parce que même fatiguée, elle nettoie toute l'école et trouve encore la force de sourire. Parce qu'elle a cru en moi quand tout le monde m'a traité de voleur. » Un silence total. Puis un camarade lança. « Ta maman a l'air incroyable. » Lucas esquissa un sourire. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. À la sortie, Isabelle l'attendait. « Tu as encore ce dessin du château sous le ciel violet ?» ?»« Oui. Pourquoi ?»« Pour me souvenir que, si on n'a pas de place, on peut en inventer une. » Il hésita. Elle ajouta. « Ou alors, on peut changer l'endroit, pour qu'il devienne le nôtre. » Ils rirent ensemble. La semaine suivante, Lucas fut convoqué par la directrice. Dans son bureau se trouvait un homme aux cheveux gris, M. Reinhard, directeur d'une fondation culturelle. « J'ai vu tes dessins, dit-il avec chaleur. Ils m'ont touché. Notre fondation soutient de jeunes talents. Nous aimerions t'offrir une bourse en arts visuels. » Lucas ouvrit grand les yeux. « J'ai le droit. Bien sûr. C'est ta place. » Quand Maria apprit la nouvelle, dans la bibliothèque où elle rangeait des livres, elle porta les mains à son visage, en larmes. « Je le savais, murmura-t-elle. Je savais que tu avais quelque chose de spécial. » Dans les mois suivants, Fabienne demanda sa mutation. Avant de partir, elle laissa une lettre. « Nous oublions parfois que nos gestes enseignent plus que nos livres. J'ai appris d'un petit garçon ce que j'avais cessé de voir. » Isabelle et Lucas, eux, continuèrent d'avancer ensemble. Ils créèrent un panneau d'expression libre, où chaque élève pouvait accrocher un dessin, un poème, une pensée. Et dans la cour, une nouvelle banc fut installée, avec une plaque. « Ici, il y a une place pour ceux que les regards pressés oublient. » Lucas passait devant chaque jour. Parfois, il s'arrêtait. Parfois non. Mais toujours, il souriait. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que lui avait trouvé sa valeur.